Salut mes amis et bienvenue sur la chaîne Miner Cash où nous parlons de la bourse et de la finance. Aujourd'hui j'enregistre la vidéo qui sort d'habitude le dimanche où nous allons faire un tour de l'économie, de la macro, des événements importants de la semaine. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que pour demain j'ai préparé une surprise pour vous. Je garde le suspense pour le moment, mais j'ai décidé de faire cette vidéo macro aujourd'hui, exceptionnellement. Voilà, donc de quoi on va parler aujourd'hui? Ça sera en format un petit peu libre. On va parler de l'analyse technique un petit peu, on va parler évidemment de l'action Nvidia. Vous m'avez demandé également de regarder l'action Total Energy parce que le pétrole baisse. On va faire un tour évidemment des événements importants de la semaine pour essayer de se projeter pour l'avenir. Voilà, donc on va pas perdre le temps, on va commencer, il y a pas mal de sujets intéressants et encore plus intéressants demain. Donc inscrivez-vous, mettez une petite cloche pour ne pas oublier et ne pas rater mes vidéos. Et mes amis, encore une fois, je vous demande de mettre un like. Pour vous, ça coûte rien. Pour moi, c'est une véritable aide de développer cette chaîne gratuite. J'espère que ça vous plaît. Si cette chaîne vous plaît, mettez un like, s'il vous plaît, tout de suite pour ne pas oublier après. Allez, c'est parti, mes amis. Avant de commencer de parler de l'économie, faire un tour de notre tableau de bord, je voudrais vous demander un conseil. Parce que pendant mes vacances, là j'ai passé cette semaine à me reposer, moi j'ai pas mal travaillé pour mon Club Option Invest et aussi pour les abonnements premium. J'aimerais bien avoir votre retour tout d'abord, parce que pas mal de personnes parmi vous font partie soit de Club Option Invest, soit des abonnements premium. Et j'ai une idée pour changer le format des abonnements premium pour l'orienter plutôt vers la gestion de patrimoine en général. Pas uniquement la bourse, mais plus dans la globalité, comment gérer son patrimoine. Pourquoi je pense à ça? Parce que je trouve que ma propre structure de patrimoine, elle est assez intéressante. Elle est intéressante à partager avec vous. Je pense qu'il y en a certaines personnes qui vont s'inspirer de mes idées. Et dans le cadre de ce projet, j'ai comme idée de ouvrir en quelque sorte on va dire la structure de mon patrimoine. Évidemment, je ne vais pas partager les montants et ouvrir les informations sensibles. Mais par contre, pour moi, ça ne me pose pas de problème de partager avec vous dans quoi j'investis, dans quels axes, on va dire, économiques je suis présent avec mon argent. Et aussi de vous parler un petit peu de ma structure fiscale et juridique que j'ai mis en place, il y a déjà 12 ans, donc ça fait un moment. J'ai plusieurs sociétés, SARL, EURL, donc LMNP, il y a l'immobilier, il y a la gestion d'actifs, donc il y a pas mal de trucs. Donc je pense que ça va vachement intéressant pour certaines personnes qui veulent bâtir son patrimoine à long terme. Je n'ai pas encore une idée très claire comment je vais présenter cette information sur mon site minedecash.fr et dans les abonnements premium. Mais globalement, l'idée est suivante, que grosso modo, je vais vous montrer comment mon patrimoine est structuré dans les grandes lignes. Et après, pour chacune des parties, je vais faire des publications à part. Ça sera en blog thématique, on va dire. Donc pour la partie immobilier, je vais faire des posts sur l'immobilier. Je vais vous parler des idées que j'ai en tête, de l'immobilier papier, évidemment, des fameuses foncières cotées ou les REITs et les SCPI. On va parler également des placements, des assurances vie, comment placer l'argent sans prendre de risques. Et évidemment, la bourse, elle va continuer à dominer largement les informations que je vais publier. Et d'ailleurs, une des raisons pourquoi j'ai eu cette idée de changement un petit peu de format globalement du projet Miner Cash, c'est aussi parce que actuellement j'ai 41 ans et j'ai envie de changer un petit peu de stratégie. Et d'ailleurs, cette histoire de Nvidia dont je vous ai parlé aussi, ça m'a aussi davantage poussé vers cette direction, parce que je veux tourner plus vers la gestion de patrimoine, parce que je pense que globalement les personnes qui me regardent ont à peu près le même âge que moi, donc dites-moi ça d'ailleurs dans les commentaires, quel âge vous avez, si ce n'est pas indiscret, et quelle est votre stratégie? Est-ce que vous êtes sur une stratégie du trading actif, ou bien si vous êtes plus une stratégie long terme, ou une stratégie semi-trading, semi-long terme, ce qu'on appelle parfois swing trading. Voilà, c'est ça une idée que j'aimerais bien proposer à discuter dans les commentaires à cette vidéo. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde, mais j'ai un petit peu du mal à comprendre les intérêts de chaque abonné Miner Cash.
Est-ce que vous êtes plus dans l'esprit patrimonial ou vous êtes plus dans l'esprit trader? Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, je vais avec toute grande attention lire vos retours et en fonction de ça, je vais adapter le projet Miner Cash parce que j'aimerais bien ouvrir une nouvelle page si vous voulez, tout en gardant la bourse évidemment comme l'axe principal. Voilà, c'était juste une idée à réfléchir avant de commencer de parler de nos sujets traditionnels qui, ne vous inquiétez pas, qui ne vont pas changer. Le café de dimanche sera toujours là, je serai toujours là les week-ends avec vous pour parler de la macro. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'enregistre cette vidéo, c'est le vendredi, encore la journée n'est pas terminée, parce que j'ai encore quelques bricoles à faire à la maison, donc c'est les vacances mes amis, donc excusez-moi un petit peu. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Nous sommes dans le contexte, encore une fois, je vous rappelle, des négociations de plafond de la dette. J'ai vu les actualités sur Bloomberg, même si j'essaie de me forcer de me déconnecter un petit peu des actualités pendant mes vacances, mais c'est difficile, surtout avec les histoires comme Nvidia, on va encore en parler. Et sur S&P 500, il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais le contexte principal, c'est les discussions autour du plafond de la dette. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, et pas que la semaine dernière. Je trouve que c'est un faux risque, toujours. Je peux me tromper, hein. J'ai peur de me tromper, même parce que si jamais il n'y trouve pas une solution, ça peut vraiment créer une catastrophe. Mais pour moi, encore une fois, même si ça arrive, n'oubliez pas que Joe Biden, elle a encore l'article 14, je crois que c'est 14, je ne sais plus quel numéro, où il a quand même droit de, malgré le désaccord avec le pouvoir législatif, remonter le plafond de la dette. Donc j'ai du mal à croire aux défauts purs et simples des États-Unis qui vont faire défaut sur leur stock d'obligations. Vous imaginez la catastrophe mondiale que ça va créer. Donc déjà pour cette raison, je n'y crois pas. Voilà, donc après, je peux imaginer que certains politiciens, certains hommes et femmes politiques sont complètement irresponsables. Je pense que quand même la majorité de ces personnes qui prennent vraiment la décision finale, ils ont quand même conscience des conséquences que ça peut avoir. Donc, pour moi, ça reste un faux risque. Visiblement, pour les acteurs sur les marchés, c'est pareil, parce que S&P 500, c'est moins 0,82%, donc presque pas bougé sur la semaine. Nasdaq, il a bougé pas mal, mais principalement à cause de l'action, ou grâce à l'action de Nvidia, ça dépend si vous êtes long ou short. Voilà, et bon, elle a monté grâce. Bon, après, si est-ce que votre portefeuille a monté ou pas. CAC 40, voilà mes amis, c'est intéressant, j'ai fait une publication dans le club Option Invest cette fois. D'ailleurs, ceux qui ne font pas partie, n'oubliez pas que si vous êtes membre de club Option Invest, vous avez une réduction également pour les abonnements premium. Et pour la formation Option Invest, si ça vous intéresse. Donc toutes les infos sont à la description de cette vidéo parce que les options vont faire toujours partie de ma gestion d'actifs en bourse. Je trouve que c'est un instrument extrêmement puissant. Et donc dans ce club Option Invest, j'ai publié une vidéo sur ma stratégie que j'ai fermée avec un profit. Donc c'était une stratégie qui s'appelle Bear Call Spread, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette stratégie. Grosso modo, elle permet de se positionner, je ne sais même comment appeler ça, c'est en short, c'est une position forcément en short, mais ce n'est pas en short sec, on va dire, comme on a l'habitude de le voir avec des ETF inversés, avec des futurs, etc. En gros, c'est une stratégie d'un short léger, on va l'appeler comme ça, donc ça veut dire que vous gagnez de l'argent quand le marché, soit il est flat, comme soit quand il ne fait rien, soit quand il baisse, voilà. Mais par contre, quand il baisse, vous ne profitez pas au maximum de l'ampleur de la baisse. Donc s'il chute énormément, donc du coup je vais gagner une somme connue en avance. Voilà. Donc mon idée, c'était en février, je crois début février que je verse cette position. Mon idée, c'est que le CAC 40 va rester dans la zone entre 7100 et 7003. Je me suis trompé, vous voyez. C'est marrant qu'avec les options, on peut construire les stratégies qui ne sont pas risquées. Et que même si vous vous trompez, vous gagnez quand même. Parce que là, finalement, j'ai gagné plus ou moins la somme que je m'attendais de gagner, malgré que c'était pas exactement mon scénario qui a eu lieu. Voilà. Donc moi, je m'attendais que le CAC 40 va rester à stagner entre 7100 et 7003. Donc finalement, on l'a dépassé à plusieurs reprises 7003. Je commençais à même m'inquiéter quand on était proche de 7006. Et maintenant, la correction que je vous ai déjà parlé depuis longtemps, que je disais que le CAC 40, il n'a rien à faire sur ces niveaux, on le voit actuellement. Et donc là, on est descendu en dessous de 7003, et vu que mes options elles étaient proches de l'expiration, déjà parce qu'il expire en juin, donc en juin,
J'ai tout de suite fermé ma position parce que maintenant elle est très sensible au mouvement sous-jacent. Donc quand l'option elle est très proche à expiration, les primes qui sont en fait les primes c'est le prix des options en bourse, elles deviennent très volatiles, du coup très sensibles au mouvement de sous-jacent dès qu'on a glissé en dessous de 7003 et en plus c'était un niveau évidemment technique assez puissant, on a glissé tout de suite sur 7002 et c'est quand elle était sur 7002, moi je fermais ma position et j'ai pris le profit, pas au maximum, mais suffisamment intéressant pour que je me sers un petit verre de champagne, plutôt un verre de pastis dans mon cas. J'ai fait un article également sur mon blog par rapport à l'analyse technique de CAC 40, donc j'en ai parlé des différents scénarios dans lesquels moi je le vois plus bas, dans lesquels je vois peut-être plus haut. Donc le scénario où évidemment on ne trouve pas le plafond, l'accord sur le plafond de la dette, on peut glisser vraiment super bas sur les niveaux de 6006, ça va être un gros risk-off. Par contre, pour le moment, si jamais si l'accord va être trouvé, va être arraché à la dernière minute, comme ça s'est passé ces derniers temps. Donc là, je pense qu'on va stagner peut-être légèrement au-dessus de 7003 ou bien dans la zone justement que je m'attendais entre 7100 et 7003. Par contre, je veux rappeler mes amis que moi, je continue à sortir de la bourse. J'ai envie de sortir de toutes mes positions et d'ailleurs, ça va me faciliter après relancer un nouveau projet si vous me laissez des commentaires positifs par rapport à cette idée. Je vais commencer dans les abonnements premium à présenter toutes mes positions réelles en bourse. Bon, je ne vais pas présenter les quantités et les prix évidemment, mais je vais représenter le pourcentage dans mon portefeuille de chacune des actions. Mais par contre, je vais du coup faire comme je fais dans le Club Option Invest, je vais publier chaque ligne, je vais avoir mon portefeuille réel présenté sur le site, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'abonnement premium, je propose deux portefeuilles modèles, c'est le portefeuille PEA et le portefeuille Tranquille Biche. PEA, c'est pour PEA, quoi, c'est pour les investisseurs français classiques. Et Tranquille Biche, c'est un portefeuille théorique que moi je n'ai pas nécessairement les positions dans mon portefeuille. C'est pour ceux qui aiment la sécurité, ceux qui ne veulent pas risquer en bourse. Et donc du coup, il n'y a pas tous les mois que j'ouvre les positions dans ce portefeuille Tranquille Biche. C'est un portefeuille extrêmement défensif. Il y aura du coup le troisième qui sera mon portefeuille réel, qui représente grosso modo ma part de patrimoine qui est investi en bourse et dans quelle structure, dans quelles actions j'investis. Donc vu que je veux actuellement un petit peu restructurer mon patrimoine, repartir un petit peu sur une stratégie plus patrimoniale en bourse, j'arrive pas à prononcer les mots aujourd'hui, donc c'est le soleil de Provence visiblement qui m'a affecté pendant les vacances. Et du coup, c'est un bon moment parce que je veux sortir, je vais rembourser quelques crédits immobiliers qui me restent. Et comme ça me permettra de repartir presque from scratch. Et en repartant from scratch, je vais publier toutes les nouvelles lignes que je vais remettre dans mon portefeuille. Ça ne sera pas parfaitement from scratch parce que j'ai quand même une partie de mon portefeuille dans les valeurs de fonds. Comme vous le savez déjà qu'il y a quelques valeurs que j'adore, comme Microsoft, comme Roche Holding. Il y en a encore 2-3, donc il n'y en a pas beaucoup, que je garde tout le temps. J'ai pas envie de vendre, donc voilà. Voilà, si ce format vous intéresse, n'oubliez pas de me faire un petit retour. Pour CAC 40, encore une fois, je vous répète que je ne m'attends pas à une catastrophe. Je ne m'attendais pas depuis le début de cette année. Je m'attendais à la stagnation et plus ou moins le retour à la réalité. Parce que je trouve qu'on est haut. On peut se corriger encore sur le CAC 40. Je ne dis pas que ça ne va pas baisser non plus. Je pense que ça peut aller jusqu'à 6008 dans un scénario, on va dire, normal, sans un risk-off extraordinaire comme le défaut des États-Unis. Dans des risques normaux, les risques prévisibles, on va dire, style la déception sur l'inflation, patati patata, le chômage, je sais pas quoi. Donc là, je pense que la barre basse, c'est 6008. Donc du coup, je ne vois pas trop de problèmes. Je pense qu'il y a quand même où peut venir en bémol pour le CAC 40, c'est la Chine, paradoxalement, parce que la Chine ne va pas très bien. Je sais pas si vous lisez mes posts gratuits que je fais sur mon site minercash.fr avec des actualités. Donc souvent, je mentionne la Chine parce que la reprise chinoise après la réouverture de zéro Covid, la croissance n'est pas impressionnante. Et pourquoi le CAC 40 et la Chine? Tout simplement parce que le poids du luxe est énorme dans le CAC 40, les valeurs de luxe coûtent très cher, et d'ailleurs cette correction qu'on a vue sous les 7003 qui m'a permis de clôturer ma position du trading en positif, elle était
justement lié à la correction du secteur de luxe. On en a déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous disais que Hermès et le LVMH sont extrêmement chers. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sans qu'il y ait une petite correction sur ces valeurs. Mais encore une fois, je vous répète, pour ne pas passer pour quelqu'un qui s'attend tout le temps à des crises, machin. Non, je ne m'attends pas à une crise, je n'ai jamais attendu d'une crise de CAC 40. J'avais une position short, mais c'était un short très particulier, comme je viens de vous expliquer, un bear call spread, c'est un short, mais pas vraiment un short. C'est plutôt une position sideways, on va dire comme ça. D'important. Après, le 10 ans américain, bon, elle a bien remonté, par contre, ça c'est quelque chose que j'ai raté un petit peu pendant mes vacances. C'est probablement lié à des statistiques très mitigées cette semaine. Donc le PMI Service, donc le Price Manufacturing Index, c'est un indice indirectement lié avec l'inflation, même directement lié à l'inflation. Donc elle est ressortie plus haut que prévu. Donc encore une fois, alerte l'inflation. Et ça est couplé avec le corps... comment je peux contredire ça en anglais, en français. Donc c'est les produits durables, les ventes des produits durables en fait, elle est en diminution. Donc ça, en revanche, ça montre une diminution de demande. Donc ça va plutôt en faveur d'un argument pro-récession. Et quand on regarde tous ces paramètres-là, ça nous fait penser à la stagflation. La stagflation, donc ça veut dire qu'il y a en récession avec toujours de l'inflation. Et c'est ça que j'ai peur d'ailleurs, justement pour moi, c'est un gros risque de cette année qu'on peut vraiment glisser dans ce scénario qui est le pire de point de vue de la macro. Mais quand on dit de point de vue de la macro, ça ne va pas dire nécessairement que c'est pire pour la bourse, parce qu'on vit dans un monde fou, les bourses ne reflètent plus vraiment depuis longtemps les fondamentaux. Et donc, pas forcément l'impact qui sera évident. Mais quand on regarde les taux américains qui ont remonté, c'est très probablement lié au justement ce phénomène. Et on voit que le chômage, les chiffres de chômage sont quand même très bons. Le PIB américain, le ressorti plus haut qu'attendu, d'ailleurs significativement plus haut qu'attendu entre les trimestres. Donc la récession n'est toujours pas là, mais les marchés savent et les investisseurs comprennent que la Réserve fédérale, elle regarde énormément ces chiffres pour décider s'il faut monter encore les taux ou pas. Et pour l'instant, en ce moment concret, les bourses, les investisseurs, ils s'attendent qu'à partir de septembre, il y ait déjà des baisses des taux. Je ne sais pas pourquoi les marchés pensent comme ça, j'ai pas envie de contredire Monsieur Marché, je ne comprends pas pourquoi il pense qu'il y aura vraiment un pivot aussi agressif en septembre. Je peux imaginer un scénario où ça peut arriver, et d'ailleurs dans la vidéo de demain, vous allez voir, on aura un peu plus de précision sur cette question-là, qui va être beaucoup approfondie. C'est que quand il y aura vraiment une véritable crise, si on va vivre par exemple une espèce d'un crack obligataire, dans ce cas-là, la Réserve fédérale, oui, pas forcément crack obligataire, c'est plus quand il y aura un gros risque-off sur le marché, et la Fed devrait rassurer les investisseurs, ils peuvent faire un pivot extraordinaire et commencer à baisser les taux. Mais la baisse des taux, dans ce cas-là, va se dérouler dans un contexte extrêmement négatif pour les marchés, presque comme une solution de sauvetage, quoi. Donc je pense pas que c'est à ça que les investisseurs se préparent, mais dans tous les cas, le consensus est le suivant, et que voilà, à partir de septembre, il y aura déjà des baisses des taux. Pour l'instant, il ne fait que les monter. Il y a déjà un avis clair qui est exprimé par la Réserve fédérale d'arrêter les hausses, et en plus les arrêter uniquement parce qu'il y a eu des problèmes bancaires. Vous savez, toutes ces histoires de Silicon Valley Bank, et on n'en sait pas encore où on en est. D'ailleurs, j'ai vu des actualités aujourd'hui que le deal entre UBS et l'État suisse pour racheter le Crédit Suisse n'est pas encore tout à fait concrétisé, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les passifs entre guillemets de Crédit Suisse, à quelle hauteur l'UBS va absorber les pertes de Crédit Suisse. Donc on est encore loin de la sortie de la crise bancaire, donc je pense qu'il y aura encore des surprises. Voilà, et c'est pour ça, j'imagine que, surtout le PIB, que le marché il a vu que, tiens, peut-être il y aura encore des hausses de taux, et finalement, le 10 ans, il a remonté. Bon,
il ne s'agit pas d'une remontée énorme, mais là, la semaine dernière, on est 3,8, là, on s'approche déjà à 4. Et ça commence à être assez intéressant. Évidemment, toujours l'inversion de la courbe, c'est un signe de récession à venir, donc les échéances plus courtes, un an propose aujourd'hui le taux à 5,3, sachant que 10 ans a seulement 3,8. Donc vous voyez, donc ça s'appelle une inversion de la courbe. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai lancé les chaînes Shorts pour mes courtes vidéos sur TikTok et sur YouTube. Il y a une deuxième chaîne Mind Your Cash Shorts, donc rejoignez cette chaîne si ça vous intéresse, parce que je publie des vidéos très courtes pour apprendre la bourse et la finance de manière efficace, de manière express. Voilà. Ensuite, le VIX sur lequel j'ai une position, évidemment, cet indice il est très volatile, ça représente la volatilité implicite des marchés financiers. D'ailleurs, encore une fois, pour ceux qui font partie de mon club Option Invest, je fais une deuxième vidéo cette semaine sur le trading des options sur le VIX. Vous allez voir que c'est un actif pas comme les autres. Pour les trader, il y a des, on va dire, assumptions à prendre. Et d'ailleurs, ça enlève une partie de risque par rapport au trading classique. Ça peut paraître super compliqué comme sous-jacent, mais c'est super compliqué, j'avoue. Mais par contre, pour trader ce sous-jacent qui est super liquide, déjà il y a des lots qui sont relativement petits, donc ce trading il est accessible à des petits portefeuilles, bon pas petits portefeuilles, mais des portefeuilles qui ne sont pas très gros. Et par contre, il y a aussi un phénomène qui est propre à l'indice VIX, qui s'appelle mean reversion dans les statistiques, que j'ai expliqué en détail dans le Club Option Invest, et qui permet de justement de quelque part avoir un edge naturel sans se hedger explicitement sur certains niveaux. Bon bref, je ne veux pas tout raconter parce que sinon les personnes qui font partie de mon club ne vont pas être contents. Voilà mes amis, donc puis on parle du bon Bitcoin, ça c'est autre chose. Donc on voit que le gold en fait paradoxalement il est retombé largement sous les 2000 points. On en avait, quand on était au-dessus de 2000, tout le monde disait qu'allez, c'est l'or, ça sera l'année de l'or. Moi, je disais la même chose en décembre. L'or était beaucoup plus bas à cette époque-là. Je disais que peut-être l'or va être recherché pour l'année 2023 parce que justement j'avais ces anticipations de la récession, des problèmes macroéconomiques. On les voit. Et en cas de stagflation, mes amis, je pense qu'on peut avoir l'intérêt vers l'or qui sera présent. Donc du coup l'or, je ne suis bon, j'investis pas dans l'or moi-même. Et d'ailleurs, ça fera partie, d'ailleurs, si on décide dans les commentaires que je présentais comment dire, je présentais mon patrimoine, j'aimerais bien encore avoir une couche d'investissement dans les métaux. Et ça sera tout en sujet à part, quoi. Voilà. Bon, mes amis, je pense que c'est pas mal déjà pour le tableau de bord. Et ensuite, je vais retourner vers la partie action en direct. Donc là, on va regarder Nvidia. Sur Nvidia, je fais un post sur mon mindyourcash.fr. Vous allez trouver un article sur l'analyse de la publication d'Nvidia. Donc c'est de la folie, c'est vraiment de la folie ce qui s'est passé. Donc l'action s'est comportée comme une petite biotech. Franchement, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, j'ai bien aimé. C'est que c'est comme si une biotech qui a obtenu un accord de la FDA pour un médicament. Mais donc vous voyez donc cette bougie. Bon, c'était vraiment une mésaventure pour moi. Là, je veux faire plaisir à des haters. D'ailleurs, à des haters qui sont quand même, heureusement, ne sont pas nombreux sur la chaîne Miner Cash, mais ceux qui existent quand même, hein, il y en a partout. Donc, j'aimerais bien trouver au moins une seule chaîne qui présente une telle transparence, comme moi je présente ici. Par contre, j'essaie d'offrir une transparence extraordinaire, et quand je perds de l'argent, quand je suis dans la merde, je vous le dis clairement. Mais quand je gagne, je dis aussi clairement. Et donc, si vous regardez mon track record sur le trading que je publie régulièrement sur Telegram, d'ailleurs, je vous invite à le rejoindre, je pense que c'est quand même assez rare que les chaînes vous proposent un tel niveau de track record, de transparence et de suivi de ces positions. C'est vrai que je fais des erreurs, je fais une erreur, en plus c'est une erreur d'enfant sur une vidéo Nvidia, parce qu'il ne faut jamais prendre des positions short sur une action de hype. Moi-même, j'ai dit 10 000 fois sur cette chaîne que quand on fait du short, il faut être très attentif, déjà il ne faut pas faire du short sur les actions. Après, heureusement, encore une fois, heureusement, que j'ai mis en place une position de spread avec des options, donc du coup c'était short, mais du coup j'ai perdu uniquement les primes. Mais si j'avais une position short en direct,
là je perdrais énormément, vraiment énormément d'argent. Et ça serait vraiment dommage. Donc, et encore une fois, j'insiste sur le fait que les options, malgré que ça peut donner l'impression que c'est compliqué, ça vous protège. Investir via les options, si vous savez les utiliser, c'est moins risqué que investir en direct. Par exemple, quand je vois que les marchés se préparent à la baisse, je vois souvent les commentaires, ah, il faut acheter BX4, il faut acheter, je sais pas, un ETF inversé ou shorter via des futurs. Vous savez, c'est beaucoup plus risqué que les options. Je vous donne juste un exemple, que le produit en direct, par exemple en BX4, le fameux ETF inversé sur CAC 40, ça représente une option put avec 100% delta. Donc ça veut dire, et la delta c'est quelque part en degré de risque, donc c'est 100% de risque. Donc le produit en direct, c'est un équivalent d'une option la plus risquée que vous pouvez imaginer. Donc ceux qui disent que les options c'est nécessairement risqué, ils disent pas forcément des bêtises, parce que c'est vrai que vous pouvez faire des gros dégâts pour votre portefeuille avec des options si vous ne savez pas les utiliser. Et surtout si vous essayez de spéculer sur les primes, donc acheter et de revendre plus cher ou shorter pour acheter moins cher. Donc ça c'est vraiment risqué parce qu'il faut maîtriser les concepts de volatilité, les volatilités smile, etc. C'est pas le sujet dans mon club Option Invest. J'en parle un petit peu mais pas beaucoup parce que justement mon club il est adressé à des investisseurs classiques et justement je propose des stratégies simples, vraiment très simples et très naturelles pour optimiser votre portefeuille, par exemple pour rentrer efficacement sur une action, pour sortir efficacement d'une position, et aussi pour hedger le portefeuille, soit avec des stratégies options spread, soit si vous voulez spéculer de manière pour ne pas se faire ramasser complètement. Ce qui pourrait se passer avec l'action Nvidia si vous êtes en short en direct. Voilà, donc après si on revient plus à l'analyse classique, qu'est-ce qui s'est passé? Nvidia, elle a reporté, bon déjà elle a fait mieux que prévu, bon assez significativement mieux que prévu, même si je suis assez critique par rapport à Nvidia en général, surtout par sa valorisation, donc l'entreprise encore une fois, elle est excellente, mais c'est la valorisation qui est vraiment ridicule, mais vraiment ridicule de manière évidente. Et donc là, ils ont publié le earning per share supérieur à ce qui était attendu, donc pas beaucoup supérieur, donc c'est assez proche. Par contre, le chiffre d'affaires était significativement supérieur. Évidemment, ils ont parlé de intelligence artificielle, c'est le sujet hype, c'est des sujets qui font les investisseurs réagir, qui sont les sujets qui plaisent aux automates de trading, etc. Bon, bref, c'est une action qui est très hype. Donc voilà. Et ce qui est dommage, en fait, que je me suis fait sortir de ma position short optionnelle, et finalement, je suis persuadé que Nvidia va chuter. Donc vous allez voir. Mais malheureusement, vu que j'ai complètement cassé tous les mythes de gestion de risque sur cette position, je ne vais plus participer malheureusement dans cette chute qui va sans aucun doute pour moi venir. Encore une fois, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil d'investissement, je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, tout ce que je dis c'est tout simplement mes fantasmes, si vous voulez, prenez ça comme ça, je préfère, et je partage avec vous mes aventures et mes désaventures sur les différents actifs. Voilà, je vous dis que Nvidia, voilà, donc là on était au plus haut en 2021, là on est encore plus haut, et n'oubliez pas que Nvidia à cette époque-là, il gagnait beaucoup plus en chiffre d'affaires, beaucoup plus en marge brute et marge nette, presque 2 fois plus je crois. Voilà, on va regarder vite fait les marges. Là c'est la marge nette, c'est la marge opérationnelle, et ça c'est la marge brute. Donc on voit que à l'époque quand l'action elle était en 2020, fin 2021, début 2022, elle était au plus haut. Et donc là, tout le monde parlait d'une bulle Nvidia. Donc c'était vrai, en plus on l'a vu parce qu'il a chuté de 60% juste après. Et donc là, à l'époque, la marge nette, elle était à 40% à peu près. Et le cours, elle était en dessous du cours aujourd'hui. Vous voyez la logique? Moi, je ne vois pas. Aujourd'hui, nous avons tout simplement 28%, 29% de marge nette. Et le cours, elle est déjà largement dessus. Pour les marges brutes, c'est un petit peu l'histoire est un peu meilleure, j'ai l'impression, parce que la marge brute, elle est à peu près au même niveau qu'à l'époque, mais par contre, le cours, il est déjà significativement au-dessus, sachant que à l'époque, fin 2021, ça c'était au pic de tout ce qui est crypto, machin, où il y avait vraiment énormément de demandes sur les cartes Nvidia pour le mining, on voyait que c'était déjà une bulle. Tout le monde parlait d'une bulle, on a vu qu'après ça chutait, aujourd'hui on a encore dépassé ce niveau,
avec exactement le même chiffre, exactement le même chiffre, avec les chiffres inférieurs à ce que c'était à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas une bulle? Ça c'est une question assez rhétorique. Donc, encore une fois, je vous dis que vous prenez votre décision. Je ne dis pas qu'il faut la shorter nécessairement, mais si, même si vous voulez la shorter, il faut le faire intelligemment et pas comme moi je le fais. Donc, il faut shorter quand il y a déjà un mouvement correctionnel qui a démarré. Moi, je l'ai fait, je fais vraiment n'importe quoi, hein. Ça arrive. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est ma première erreur, en tout cas encaissée pour cette année 2023. Dans mon track record de trading que je vous présente d'ailleurs sur Telegram de temps en temps, c'est ma première perte. Bon, c'est une perte importante. Et d'ailleurs, pour information, j'ai fermé mon long sur Tesla, que j'ai ouvert autour de 100 dollars. Vous voyez, donc c'était une position assez, très agressive longue, parce que à la fois j'ai vendu un put, et avec cet argent j'ai acheté un call. Et donc là, le call j'ai vendu déjà ça fait un moment, dommage, j'aurais pu faire beaucoup plus. Et le put il a expiré le 19 mai, c'était la semaine précédente. Et finalement toute ma position elle est fermée avec les profits sur les deux jambes de Tesla. Les deux jambes de stratégie spread. Donc c'était aussi une stratégie, c'est pas une stratégie spread, c'est une stratégie, on l'appelle parfois différemment en fait. Soit on l'appelle call synthétique, soit on l'appelle le call gratuit, parce qu'en fait, en gros, vous financez l'achat d'une option call avec une vente d'une autre option. Bon, appelez comme vous voulez, en tout cas c'est un long très agressif. Donc j'ai fait un article sur mon blog mindercash.fr avec les détails, l'analyse de toute cette publication, avec les chiffres en fait, avec les chiffres concrets. Depuis, ce sont les images qui sont prises de rapports officiels de Nvidia. Après, je donne mon avis par secteur, en détail, quoi, en détail. L'analyse plutôt fondamentale, c'est pas vraiment l'analyse technique que je fais dans cet article, mais plus l'analyse du secteur, quels sont les défis pour Nvidia et qu'est-ce qu'on price avec un prix aussi important. Ensuite, vous m'avez demandé de regarder aussi Total Energy. Voilà, TTE, c'est bien ça, le ticker, oui. Bon, Total Energy, j'avais également une stratégie sur Total Energy. J'en ai toujours une jambe que je gardais de cette stratégie de vente de put de 50. Là, on a 55. Cette jambe, elle expire en juin, je crois, oui. Donc pour l'instant, j'ai gagné sur la première. Je vais certainement gagner sur la jambe de 50 si tout à coup Total ne tombe pas. Par contre, ici, il y a des niveaux. Cette action me plaît bien plus que Nvidia. En tout cas, j'ai des profits bien plus réguliers que sur Nvidia. Donc c'est une action où j'ai souvent de la chance. Et finalement, du coup, on est proche du support, mais c'est un support pas très puissant. Ça reste un petit support qui dépend des prix du pétrole. Et de mémoire, les prix du pétrole, ils ont quand même beaucoup baissé ces derniers temps. Voilà, on voit que les prix de pétrole sont quand même pas mal corrigés. Ils restent quand même à des niveaux relativement élevés. Mais si jamais on tombe dans une récession, si les entreprises pétrolières arrêtent de bénéficier de cet avantage quelque part des prix de pétrole élevés après la guerre en Ukraine. Donc tout peut changer et n'oubliez pas que Total Energy, même si c'est une très belle entreprise, très diversifiée, elle reste sensible au mouvement du prix du brut. Et le prix du brut qui reste voilà, son benchmark principal dans les têtes des investisseurs. Mais je souligne que c'est dans les têtes des investisseurs, pas vraiment dans le fonctionnement de Total Energy, parce que je pense qu'on le sous-estime structurellement. Parce que cette entreprise, elle est positionnée sur les renewables. C'est une très excellente entreprise, si vous voulez. Moi, je le mets pas dans le fond de mon portefeuille, mais je pense qu'il pourrait y être en fait finalement, parce que dans l'avenir, elle sera présente aussi. C'est pas une entreprise outdated, style qui fait que du pétrole classique à l'ancienne, quoi. Mais le problème, c'est que le marché ne price que la partie pétrole classique. Voilà, mes amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Déjà, on est presque 40 minutes ensemble. Pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le plafond de la dette. Il n'y a pas de solution. Il y a des espoirs avant le week-end. Je pense que la course sera arrachée tôt ou tard, donc je ne peux pas le savoir, mais certainement ils vont trouver quelque chose au moins pour repousser la date de défaut, si vous voulez, pour continuer les négociations après le 1er juin.
Déjà Janet Yellen qui a fait peur les marchés en disant que si les États-Unis peuvent faire faillite, effectivement. Mais bon, bref, je pense que c'est plus de la politique que de l'économie. Et nous allons quand même compter sur le rationnel des politiciens, même si c'est pas toujours évident de le faire. Donc, pour moi, le scénario de base, ça reste l'accord de dernière minute, comme ça a été historiquement toutes ces dernières années. Et après, les marchés peuvent vivre en rebond relativement violent. Donc là, je pense qu'on va parler un peu de S&P 500. Je voulais finir la vidéo, mais finalement, j'ai pas fini. On peut quand même aussi aller chercher des niveaux un peu plus élevés sur S&P 500. Quoique sur S&P 500, ça va être compliqué parce qu'on est déjà au plus haut. On frappe à la porte de la résistance de 4200. Donc pourquoi pas, on peut casser même ce niveau-là avec le mouvement positif de l'accord, s'il aura l'accord. S'il n'y a pas d'accord, évidemment, dans ce cas-là, on va peut-être revenir dans ce schéma que je vous dessinais la semaine dernière et aller vraiment super bas. Mais encore une fois, c'est un scénario, moi je trouve très peu probable et les marchés le trouvent également très peu probable si vous regardez les taux d'intérêt, si vous regardez les marchés de la dette. Pour l'instant, il n'y a aucun risque off là-dessus. Donc, si on reste dans un scénario où il y a un accord, dans ce cas-là, moi j'anticipe quand même un certain rebond des marchés à court terme. Par contre, je pense que très probablement ça sera le dernier. Et cette fameuse règle Sell on May and Go Away, ça va s'appliquer un petit peu plus tard, peut-être en juin cette année, justement après le positif de l'accord sur la dette US. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas en like s'il vous plaît, n'oubliez pas en commentaire par rapport à mon idée de changement un petit peu d'esprit de la chaîne Miner Cash cette année. Donc là je vais commencer à bosser dessus. Et vous publiez plus d'informations sur mon patrimoine personnel. Partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Et je vous dis à très bientôt, surtout à demain où il y a en surprise Minder Cash qui vous attend. J'espère que vous allez être content et j'espère que ça va être intéressant. Je suis persuadé que ça va l'être. Donc inscrivez-vous, n'oubliez pas. Et nous restons en contact. Minder Cash, bye bye.